Salam à tous. Les amyloses. C'est quoi l'amylose? Quelles sont les propriétés physico-chimiques et biochimiques de la fibre amyloïde? Je suis le professeur Ralia Khalaf, néphrologue de formation, et je travaille à l'hôpital Mohamed Lamine Debarine à Alger. Je vais essayer par le biais de cette vidéo de vous expliquer euh, le contenu de ce titre. Pour le plan, donc premièrement on va parler de définition, un peu d'historique, donc l'historique et le parcours des découvertes dans l'amylose. C'est quoi la nature physique? Qu'est-ce qu'il y a à la microscopie optique? Comment se fait la fibrillogénèse? Quels sont les facteurs favorisants de cette fibrillogénèse et c'est quoi la clairance de ces fibres amyloïdes? Et comment peut-on nommer l'amylose ou les différents types d'amylose dans une nomenclature? Comme définition, l'amylose désigne une variété d'affections dans lesquelles des protéines amyloïdes se déposent anormalement, je dis bien anormalement, en milieu extracellulaire entre les cellules des différents organes et tissus qui vont donner après par la suite une dysfonction organique. L'amylose est une protéine dont la structure secondaire est altérée, ce qui lui confère après, dans une structure tertiaire ou quaternaire, une forme insoluble particulière, c'est-à-dire à des effets de non-élimination et de stagnation au niveau de ces tissus et de les tissus des organes. Comment on a pu appeler cette structure amylose? Donc c'est Virchow, qui est un anatomopathologiste, qui dit que euh, après une symptomatologie qui mène au décès de ces patients, la, la, la qu'est-ce que j'allais dire, quand on fit des autopsies de ces patients-là, en enlevant ces organes et en disséquant le tissu de ces organes affectés, le Virchow a utilisé du Lugol qui contient de l'iode et ça se colore en bleu-violet, disant qu'il y a une structure glucidique et c'est de l'amidon. Donc, d'où le nom qui a été donné amyloïde, qui a été tiré du grec amylon et du latin amylum, ce qui signifie cellulose ou amidon. Donc en 2024, les dernières découvertes, donc on va essayer de donner toutes les découvertes de l'amylose et je vous mets au parfum en vous disant que toutes les découvertes pour essayer de retrouver des thérapeutiques ou des diagnostics s'entourent autour des neuropathies, c'est-à-dire Alzheimer, Huntington et maladie de Parkinson. Entrant en 1639, Nicolas Fontanus, première description d'une rate blanche amyloïde. Matthias Schenden a inventé le terme amyloïde. En 1842, c'est Rokitansky qui décrit pour la première fois un cas clinique d'amylose. Virchow définit l'amylose carrément et sa constitution, qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y a une constitution d'amylose à l'intérieur de ces organes. Friedrich et Kikull, qui sont des Allemands, ils découvrent une protéine dans les dépôts amyloïdes. Donc, il y a des constitutions, il y a une constitution de protéines autour de laquelle il y a une constitution faite d'amidon ou d'une substance glucidique. En 27, la biréfringence renforcée par le rouge Congo, l'amyloïde est structurée sur le plan microscopique optique. En 1936, Bull Atbury prend
pour la première fois des images de diffraction de fibres et découvre l'existence d'un état fibreux pour de nombreuses protéines qui sont vues en microscopie électronique. En 1959, Cohen et Calkins montrent des coupes de tissus microscopie électronique contenant des fibres et ils ont mesuré, dans ce cas-là, c'est entre 6 et 13 nanomètres. En 1967, Shirama et Cohen définissent l'amyloïde comme étant composé de protofilaments tordus, donc ils commencent déjà à connaître la nature physique de cette fibre amyloïde. En 1968, méthode d'extraction de l'amyloïde par l'eau, donc carrément, ils vont faire des études in vitro. Le schéma de diffraction, donc en 71, le schéma de diffraction des fibres transversales, donc le séquençage a révélé que les protéines spécifiques sont impliquées dans l'amylose à chaîne légère. Donc quand Milan détecté au niveau sérique et au niveau urinaire, ils l'ont détecté au niveau tissulaire. Identification de la transthyrétine qui peut être soit une protéine donc sauvage, de vieillesse, ou bien innée par mutation. Donc pour la première fois, en tant que protéine précurseur de la polyneuropathie amyloïde familiale, en 1985, la bêta-2 microglobuline dans l'amylose liée à la dialyse. En 2000, l'oligomère est associé à une cytotoxicité carrément, donnant une dysfonction organique. En 2001, les fibres amyloïdes ont ex vivo étudié par microscope électronique. En 2002, découverte de la structure du protofilament de l'insuline. En 2005, modèle de fibrilles amyloïdes polyQ, structure de l'épine cross-bêta des fibres amyloïdes. En 2006, structure quaternaire d'une levure hélicoïdale torsadée. En 2013, on découvre que le tube est vide à l'intérieur, c'est des nanotubes A-bêta. A-bêta, c'est la fibrille amyloïde de la maladie d'Alzheimer. En 2006, structure des fibrilles d'alpha-synucléine, qui est la protéine du Parkinson, et micro-ED des nanocristaux de prion, qui est une levure aussi. 2017, cryo. Donc on a découvert des inclusions de polyQ in situ, structure des fibrilles de la protéine Tau. Donc jusqu'à 2017, on reste toujours en découverte de ces protéines. Donc on découvre la fibrillogénèse de ces protéines pour bien sûr trouver une arme thérapeutique, hein, c'est dans ce sens. Ça, je vous résume en clés, quels sont les jalons clés de l'évolution de la recherche dans l'amylose. Voilà, donc les grands maîtres, c'est Rogowski, Virchow et Kikull. Quelle est la nature physique de la protéine amyloïde? Donc les protéines amyloïdes adoptent une configuration bêta, donc feuillée, où les brins de la protéine segment étendu s'alignent côte à côte, donc et se lient par des liaisons hydrogènes entre les groupes NH et CO et de ces résidus adjacents. Cette disposition forme les bêta antiparallèles. Les brins vont de direction opposée. D'accord? Donc ce que vous voyez là, ils vont par là et ceux-là, ils vont de ce côté-là. Cette orientation caractéristique des brins bêta sont perpendiculaires à l'axe de la fibre, créant un motif répétitif appelé bêta, cross bêta, qui est observé pour la première fois en 68 par rayon X diffraction. Et les paramètres structuraux, donc on a carrément caractérisé cette fibre amyloïde et on a dit que la distance entre les brins, donc je vais utiliser ce stylet, donc est de 4,7 angstrom et entre les brins adjacents, c'est de 8 à 7 angstrom. D'accord? Et ces liaisons se font entre des liaisons hydrogènes. D'accord? Et ils sont superposés l'une à l'autre et hydrophobes. Donc ça c'est
plutôt un Hollandais qui a découvert ça, et il s'appelle Van der Waals. D'accord? Donc, par la diffraction au rayon X, donc, ils sont vus en microscopie électronique. Donc, tous les distances entre les feuillets et les distances entre les brins sont bien codifiées et bien calculées. D'accord? Quelle est la nature physique de l'amyloïde? Donc, après avoir découvert cette structure bêta-sheet, donc on a voulu caractériser sur le plan spatial comment est fait ce protofilament. Donc, c'est un tube. Donc, en 2013, on prouve que cette fibre amyloïde, c'est un tube, c'est du vide à l'intérieur et elle est structurée en bêta-hélice. D'accord? Donc, ce sont des fibres qui sont en bêta-hélice et il y en a 4 ou 5 qui s'enroulent en hélice. Et l'intérieur de chaque tube est vide. C'est des nanotubes, c'est des nouveaux tubes. Voilà, on voit très très bien comme ça. Ça, c'est une vue en microscopie électronique et vous voyez cette formation, cette hélice. Et là, à l'intérieur, c'est comme ça, c'est vide. D'accord? En microscopie optique, la structure originale des fibres amyloïdes qui la distingue des autres agrégats fibrillaires est reflétée par la très haute affinité des fibres bêta-amyloïdes, d'accord, par un colorant, c'est le rouge Congo, et par l'aspect biréfringence jaune-vert qu'il donne aux fibrilles alors qu'elles sont observées en lumière polarisée. D'accord, donc c'est Glenner, donc dans les années 1980, c'est très récent, hein, qui a qui a vu que cette association des ions hydrogène se colle à certaines, donc on va voir tout à l'heure c'est quoi ces brins ici qui collent ces fibres, ou, c'est-à-dire c'est ça, hein, c'est ça que Virchow a dit, hein, c'est que ces substances colorantes se lient pas à la fibre, pas aux protéines, mais plutôt à ces substances qui lient les protofibres, et ce qui donne après, ça se lie ici, hein, et, ça colore donc cette fibre amyloïde donc en jaune-vert à la lumière polarisée. Donc c'est Glenner qui a retrouvé donc cette découverte. Donc la fibrillogénèse. Donc le blanc en 2014 retrouve donc qu'il y a 4 niveaux structuraux d'une protéine. Donc ça passe donc d'un monomère à un polymère, et puis d'une forme secondaire, qui est une forme tout à fait normale d'une fibre amyloïde, à une forme tertiaire et à une forme quaternaire qui devient, donc la forme secondaire est soluble, mais la forme tertiaire, voire même quaternaire, qui est très très insoluble. Et vous voyez en bleu, ça c'est des protéines, pas des protéines, c'est une structure donc sucrée, faite de glycogène, etc., qui va lier ces protéines, et c'est ça qui va donner une structure solide et irréversible à cette protéine et insoluble. Alors la fibrillogénèse, on va commencer à parler donc de cette fibrillogénèse étape par étape. Donc la fibrillogénèse, elle est caractérisée par 3 étapes ou 3 phases. Premièrement, la phase de nucléation, la phase de croissance et la phase de plateau. Pour la phase de nucléation, la phase initiale, elle est lente. Donc les monomères qui sont solubles s'assemblent en petits agrégats instables appelés noyaux. Donc cette phase est thermodynamiquement défavorable car elle nécessite de surmonter une barrière énergétique. Le noyau critique, une fois formé, ce noyau devient un site stable pour l'addition de nouveaux monomères. D'accord? La phase de polymérisation, donc c'est la phase d'élongation
qui est rapide, les monomères s'ajoutent rapidement au noyau, formant des fibrilles qui sont allongées. Donc ça, c'est la phase de polymérisation ou la phase de croissance. Donc cette étape est exergonique et thermodynamiquement favorable. Donc cette phase de croissance, les fibrilles peuvent encore donc se fragmenter, voilà, et servir donc de nouveaux noyaux accélérant l'agrégation. Une phase d'équilibre, la concentration de protéines, donc des concentrations très élevées, donc favorise la nucléation et l'agrégation. Après, la phase donc de plateau, c'est une fois la majorité des monomères qui sont intégrés dans ces fibrilles-là, je vais mettre le stylet, dans ces fibrilles, donc, ou ces protofilaments, ou ces fils de fibrilles, le système atteint donc un équilibre dynamique entre les formes solubles, qui sont ceux-là, et les formes agrégées, qui sont les plaques. D'accord? Ou d'énergie. Donc, les protéines pliées, donc forme intermédiaire partiellement dépliée, l'oligomérisation, jusqu'aux oligomères. Donc, ces protofibres vont se lier entre eux, donc donnant une fibre amyloïde mature. Mais cette fibre amyloïde mature peut se dégrader et redevenir à la forme initiale. Mais là, ce qui pourrait les retenir, bien sûr, c'est cette présence de GAG. Donc, c'est quoi ces GAG? C'est ce qu'on appelle le composant P, donc, ou le SAP. Donc, c'est le sérum albumine P, protéine, glycosaminoglycane, ou GAG, protéinoglycane, ou PG, éparanate sulfate protéoglycane, ou HSPG, le calcium, les phosphates, la fibronectine, le collagène, le type 4, la laminine, l'andactine, les fragments d'histone, les acides nucléiques, l'ubiquitine et les protéines basiques de la myéline. Il a été démontré que ces molécules accélèrent les fibres in vitro. Donc c'est ces facteurs-là qui vont servir de colle pour lier ces protofilaments. Et cette substance qui est de 10%, c'est ceux-là qui sont formés de glycogène ou d'une forme sucrée, qui donne cette coloration au lugol ou de l'iode de bleu, et ce qui a mené à dire qu'on a appelé plutôt cette forme d'amylose. D'accord? Donc il y a ces constituants de glycogène ou de glucose ou d'amidon à ces protofilaments. Donc la nomenclature, c'est ça, c'est cette liaison d'amylose, amyloïde, et cette structure protéique. Dans la nomenclature, c'est cette association qu'ils mettent dans la première colonne du tableau de la nomination des protéines amyloïdes. D'accord? Donc c'est là où se lie le rouge Congo, c'est là où se lie l'iode, etc., qui donne qu'on a appelé amyloïde. D'accord? Et une coupe de ça, donc ces protéines en bêta-chic, ils donnent cette formation. Mais ces protofilaments donc, sont liés à cette forme de ces protéines qui sont formées de glycogène, plutôt, pardon, c'est des structures glycogéniques qui lient ces protofilaments. Au cours donc du repliement, donc ce passage de là à là, de cette fibrille, de ce protofibre à la forme donc dépliée, passe par une énergie. D'accord? Au cours du repliement, plus le nombre d'interactions intramoléculaires et intermoléculaires, donc qui sont favorables, augmente, plus l'éventail donc de conformation possible qui diminue. Donc une fois la configuration de l'état de transition atteinte, la réaction de repliement donc procède
donc inévitablement vers la conformation native. Il existe donc un paysage énergétique donc à travers lesquels les protéines donc, peuvent naviguer pendant la réaction de repliement, donc de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc ce paysage donc, énergétique peut être apparenté à un entonnoir. Vous avez vu, c'est comme un entonnoir, d'accord, puisque le nombre de conformations possibles diminue au fur et à mesure que le repliement s'approche de l'état natif. D'accord? Quel est le processus de clairance de cette fibre amyloïde? Comment cette dernière est éliminée? Et pourquoi elle n'est pas éliminée et elle est stockée dans un processus normal, donc d'inflammation ou de fabrication de ces protéines, normalement ces protéines qui sont générées normalement, donc je vais dire normalement, hein, pas par inné, hein, donc il y a des formes génétiques, une mutation génétique de ces protéines, et une forme donc acquise. Donc ces protéines, normalement, ils sont éliminés. Il y a plusieurs processus d'élimination qu'on va citer. Donc la première, elle est médiée par des chaperons. Donc à l'état naturel, donc dans de nombreux cas, les dépôts amyloïdes sont extracellulaires. Ils sont associés à des chaperons donc extracellulaires. Donc ces chaperons extracellulaires, ils vont pénétrer par le biais d'un récepteur à la cellule, à l'intérieur de la cellule, et c'est ce qu'on appelle une clairance intracellulaire. Donc ces chaperons, ils sont représentés, donc ils sont présentés plutôt, suggèrent que ces derniers jouent un rôle de régulateur important dans la formation et l'élimination des protéines amyloïdes dans l'organisme interne, hein, je veux dire. Hein. Donc un modèle est présenté dans ce sens-là. Donc ils sont liés donc, à des récepteurs, ils vont les faire pénétrer, ils vont être absorbés et dégradés donc ultérieurement. D'accord? Donc, et là, on va terminer là. Ils sont absorbés donc, par le biais des récepteurs à l'intérieur de la cellule et ils sont éliminés et dégradés par le lysosome. Pas que. Donc cette protéine amyloïde peut être aussi prise par, donc on va voir ici, par le système ubiquitination protéasome. Donc ils vont, le noyau de ce noyau donc, de fibres amyloïdes va se lier à des ligands et ce système ubiquitination protéasome va provoquer une dégradation. Donc, normalement, toutes ces protéines sont éliminées. Mais il existe des facteurs favorisant à cette fibriogenèse. Donc, la première, donc ça c'est une protéine donc, monomérique. Donc, il existe des facteurs favorisants in vivo et in vitro. Donc, pour former cette fibre amyloïde définitive qui sera insoluble. Donc, il existe des facteurs in vivo. Le premier, donc, c'est l'altération de la machinerie ubiquitination protéasome, celle qu'on a vue tout à l'heure. La deuxième, c'est des séquences d'acides aminés. La troisième, c'est l'autophagie altérée. Donc, le blocage autophagique. Les agrégats amyloïdes peuvent s'interférer avec l'autophagie, un autre système de dégradation cellulaire tel que les macrophages, donc, qui exacerbe l'accumulation des protéines toxiques en plus de la machinerie chaperonne qui assiste au repliement correct des protéines, qui est souvent submergée par l'excès de protéines anormales, ce qui réduit son efficacité et empêche donc l'agrégation. Le quatrième, c'est le stress oxydatif. C'est le stress oxydatif. Donc, dans certains cas, le stress oxydatif du protéasome, c'est-à-dire les oligomères amyloïdes, peuvent directement inhiber l'activité du protéasome, aggravant l'accumulation de protéines mal repliées. Aussi, le stress physique, les contraintes mécaniques, cisaillement et pression, et les interfaces air-liquide perturbent l'équilibre de solubilité des protéines et accélèrent l'agrégation. Les mutations donc génétiques aussi
Donc, altère la stabilité conformationnelle. Donc, par exemple, les mutations des régions CDR1 et FR3 dans les chaînes légères. Dans les facteurs in vitro, donc l'augmentation de la concentration élevée des peptides déplace l'équilibre thermodynamique vers la phase agrégée, donc modèle nucléation polymérisation. Aussi, le pH acide favorise le repliement donc partiel des protéines, ainsi que la température donc élevée, l'agitation interaction moléculaire. Donc les interactions moléculaires telles que avec les ions métalliques tels que le zinc, le cuivre, ils catalysent l'agrégation via des pores électrostatiques. D'accord. Des lipides membranaires servent de surface de nucléation, d'assemblage et d'assemblage fibrillaire. Donc ça c'est un résumé donc, des facteurs et mécanismes donc, qui accélèrent donc, la formation des fibres amyloïdes. Donc je vous ai résumé ici, donc il y a des facteurs d'environnement cellulaire, des facteurs liés à la protéine, des facteurs systémiques et généraux et des mécanismes physico-chimiques qui ont été résumés par Joyce en 2018. Quelle est la classification des amyloses? Donc, il existe environ 43 types de protéines amyloïdes causées par le pliage et qui donneraient une anomalie donc clinique, biologique et histologique, voire même une destruction organique. Et pour nous, le rein, ça va vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Pour le cœur aussi, c'est une insuffisance cardiaque délabrée qui pourrait même nécessiter une transplantation cardiaque, l'atteinte hépatique, l'atteinte thyroïdienne, surrénalienne, etc. Alors, the ISA Nomenclature Committee se rencontre donc chaque année, et cette fois-ci au 19e congrès ou symposium international of amyloidosis, et ça s'est fait à Rochester le 27 mai 2024, qui publie des recommandations sur soit des découvertes de nouvelles protéines amyloïdes ou qui engendreraient de nouvelles pathologies, ou bien de ces protéines mal repliées, et une réflexion sur la thérapeutique éventuelle pour l'éradication ou l'arrêt du processus. Donc, à leur tête, le professeur Per Westermark, un Suédois de l'université de Uppsala. Voilà, donc, et il publie chaque année, il y a une publication peut-être je ne sais pas combien, amyloïde, le journal amyloïde qui s'occupe des maladies de mauvais repliement de ces protéines, qui publie toutes les recherches sur ce journal. Donc, ce journal, ce tableau est divisé en 5 colonnes. Alors, la première colonne va nous dire le A représente amyloïde, et la deuxième lettre donc en majuscule représenterait les initiales ou l'abréviation de la protéine en cause. La deuxième colonne, elle va nous dire c'est quoi cette protéine donc amyloïde, quel est le type de cette protéine. La troisième, en grand S, c'est soit systémique, et en grand L, donc localisée. Donc il existe des protéines soit qui sont à propagation systémique sanguine ou bien localisée. Le quatrième colonne, c'est plutôt en grand A, est-ce que c'est une protéine qui est acquise, ou bien H, une protéine donc qui est héréditaire. La dernière colonne, c'est où est-ce que cette protéine pourrait se déposer. Donc il y a une prédilection de dépôt de ces protéines, que ce soit donc, des protéines donc, à localisation donc, du système nerveux central, telles que la grande A-bêta, c'est-à-dire A-bêta protéine précurseur wild type, c'est plutôt l'Alzheimer. La A-alpha-synucléine, c'est le Parkinson. La AI APP, c'est Islet Amyloid Polypeptide. Elle s'occupe donc plutôt du diabète de type 2. La protéine Tau, c'est au niveau du système nerveux central. Mais il existe donc
l'AAA, l'auto-inflammatoire, l'AL, light chain, AH, c'est heavy, la TTR, c'est la transthyrétine, etc. Donc tout ça est publié dans The Journal of Protein Folding Disorders, et c'est le nom donc des chercheurs ou des physiciens qui s'occupent donc des dernières recommandations et qui affichent chaque année donc des nouveautés au niveau de ce journal. Voilà. Merci pour l'intérêt que vous portez à l'amylose. Donc je vous remercie d'avoir assisté donc à ma communication. Et c'est la première communication d'une série de 4 vidéos. Et à vos claviers pour me poser toutes vos questions. Et normalement, c'est un cours qui est destiné aux 3e année de néphrologie résidale à néphrologie, mais il peut aussi concerner les résidents en médecine interne, en dermato ou généralistes qui ont des malades qui s'occupent de cette pathologie. Merci et à la prochaine conférence. Au revoir.